Bonjour à tous. Vous avez tous entendu parler de l'affrontement, si je puis dire, commercial entre la Chine et les États-Unis autour des rapports entre le yuan chinois et le dollar américain. Les États-Unis reprochant à l'époque de Trump les manipulations monétaires de la Chine pour gagner en compétitivité. On voit bien à travers cet exemple que la monnaie est un enjeu essentiel de l'économie et un lieu aussi de pouvoir, de rapport de force. Mais lorsqu'on dit la monnaie, mais qu'est-ce que l'on dit par exemple si l'on pense au cas américain et chinois? Du rapport entre les deux monnaies. Alors les économistes ont un terme pour ça. On parle du taux de change. Combien de dollars me faut-il pour avoir un yuan chinois ou inversement, combien me faut-il de yuan chinois pour avoir un dollar? Dit comme ça a l'air très simple. Mais vous en conviendrez, l'économie mondiale, ce n'est pas juste le descriptif de rapports monétaires. Il y a bien d'autres enjeux qui se cachent derrière cette chose un peu mystérieuse qu'est un taux de change. Mais comme à chaque fois, le plus important, c'est de se dire « mais de quoi on parle ?» Alors je vous l'ai dit dans ces mots introductifs que le taux de change, c'était la valeur d'une monnaie par rapport à une autre. Cette première définition, c'est ce qu'on appelle un taux de change nominal. Il faut aussi s'intéresser à ce qu'on appelle un taux de change réel. C'est celui qui va tenir compte des différences d'inflation entre les deux pays qui sont observés. Lorsque l'on parle de taux de change, dollar par rapport à yuan, euro par rapport à dollar, c'est ce qu'on appelle un taux de change bilatéral. Disons que pour l'économiste et pour l'observateur, ça présente un intérêt, mais un intérêt relatif. Ce qui est plus intéressant, c'est d'observer ce que l'on appelle le taux de change effectif. On part du taux de change bilatéral, c'est-à-dire d'un pays par rapport à un autre, et on va en gros faire avec tous les taux de change bilatéraux qu'on a, une moyenne, et on va pondérer cette moyenne par la part que chacune de ces nations a dans notre commerce et dans nos échanges. Prenons un exemple. Si demain, ma monnaie par rapport à la Corée se déprécie considérablement, mais que la Corée du Sud ne compte que pour 2% dans nos échanges et dans notre commerce international, quand bien même mon rapport avec la Corée du Sud serait considérablement affaibli en termes monétaires, mais que la Corée n'est pas un partenaire économique central, c'est pas d'une extrême gravité. Donc, il suffit pas de dire qu'une monnaie est faible ou forte par rapport à une autre, c'est-à-dire qu'il me faudrait beaucoup de ma monnaie pour acheter des biens libellés dans une autre. Si cette autre monnaie est celle d'un pays qui a peu de poids dans mes échanges, le mal est moindre. Si au contraire ma monnaie se déprécie considérablement par rapport à un partenaire commercial essentiel, là, il y a effectivement problème. Mais je vous disais qu'il ne faut pas avoir un regard asymétrique. Si ma monnaie se déprécie avec mon partenaire commercial dont je pourrais parler, la Corée du Sud, la dépréciation de l'un se traduit alors par l'appréciation de l'autre. Tout comme en matière commerciale, s'il y a des excédentaires, c'est heureusement qu'il y ait des déficitaires. Donc, n'oublions jamais que, par exemple, avec un pays avec lequel je commerce, si ma monnaie se déprécie, c'est l'autre qui s'apprécie, et inversement. Une fois qu'on a ce petit kit en tête, essayons de comprendre qu'est-ce qui fait que les monnaies varient entre elles. Les économistes tentent de nous proposer des explications possibles de ces variations de change, mais toutes ces théories ont leurs angles morts et n'arrivent pas complètement à rendre compte de ces variations. Généralement, on va dire que ce qui fait varier une monnaie par rapport à une autre, il y a tout d'abord ce qu'on appelle des variables réelles, qui sont liées aux fondamentaux, c'est-à-dire à la situation de l'économie, sa croissance, la situation de son commerce, son inflation. Ensuite, il y a une deuxième famille d'explications qu'on appelle les variables financières. Et puis, une troisième famille qui est liée très largement à la deuxième, mais que je vais volontairement un peu distinguer, que l'on appelle psychologique. Alors, voyageons ensemble sur ces trois familles, avec ces trois familles, pour essayer de comprendre. Au départ, les premières théories économiques qui se sont intéressées aux variations des taux de change se sont attachées à l'économie réelle, c'est-à-dire dans des économies qui n'avaient pas atteint le degré de financiarisation des nôtres, où ce qui semblait plus logique
pour expliquer les mouvements d'échange, c'était de voir ce qui se passait dans la sphère réelle. Parce qu'il y avait cette idée que derrière un échange monétaire se cachait un bien. Chaque fois qu'il y a un mouvement de change, chaque fois qu'il y a un mouvement monétaire, il a une contrepartie réelle, c'est-à-dire une quantité de biens vendus, achetés, importés, exportés. Qu'est-ce qui faisait, par exemple, varier une monnaie par rapport à une autre? C'était la situation de ce qu'on appelle sa balance commerciale. Vous êtes, par exemple, un pays qui vend des biens, et malheureusement, les biens que vous produisez, les économistes disent vos spécialisations, on en veut de moins en moins. Et vous êtes un pays en même temps qu'on dit très ouvert économiquement, c'est-à-dire que vous avez besoin de beaucoup de produits extérieurs pour pouvoir satisfaire vos besoins. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vous avez de plus en plus d'importations, de moins en moins d'exportations ou pas suffisamment d'exportations. Alors qu'est-ce qui va se passer sur votre monnaie dans cette affaire? Tout d'abord, si l'on demande de moins en moins de vos produits, la monnaie qui va avec ces produits est de moins en moins demandée. Eh bien, ça se traduit par une baisse de la valeur de cette monnaie par rapport à l'autre. Alors, on comprend bien qu'il y a un lien entre la variation d'une monnaie et la quantité de biens qui circulent, puisque un flux réel correspond à un flux monétaire. On peut aussi regarder, toujours dans le monde réel, ce que l'on appelle la différence de croissance. Admettons, vous êtes un pays à forte croissance, c'est-à-dire que vous produisez plus. Si vous produisez plus, il y a plus de revenus. Pourquoi? Parce que tous les éléments qui ont contribué à la production doivent avoir un revenu. Si les revenus augmentent, ça veut dire que la consommation des ménages va augmenter. Mais quand la consommation des ménages augmente, une part des biens qu'ils achètent sont importés. Donc qu'est-ce qui va augmenter? Les importations. Regardez nos vêtements, la plupart sont fabriqués à l'étranger. Demain, il y a les soldes, on court vite s'acheter des vêtements, qu'est-ce qui augmente? Nos importations. Et admettons qu'on avait encore le franc, les importations augmentent, et admettons que nos exportations, on peine à suivre. Qu'est-ce qui va se passer? Du fait de ce différentiel de croissance, qui n'est pas une mauvaise nouvelle, comme il y a plus d'importations, et que nos biens sont moins demandés par ailleurs, eh bien, ça a un effet sur notre monnaie nationale, puisqu'il faut de plus en plus d'importations pour satisfaire nos besoins, eh bien, la monnaie s'en ressent quant à sa valeur. C'est-à-dire, elle se déprécie parce qu'il y a un déficit de la balance commerciale. Autre explication liée au monde réel, qui expliquait pourquoi une monnaie s'appréciait plus qu'une autre, j'avais parlé du taux de change réel par rapport au taux de change nominal, vous êtes dans un pays qui a plus d'inflation qu'un autre, évidemment, la valeur de votre monnaie est rongée par cette inflation, donc il va vous falloir de plus en plus de votre monnaie pour aller acheter des biens d'un pays qui a moins d'inflation. Donc, si vous voulez, cette première famille d'explications renvoyait à une situation réelle de l'économie. À cette première famille, s'en est ajoutée une autre, ce qu'on appelle les motifs financiers. Alors, évidemment, il ne s'agit pas ici de tous vous les raconter, parce que la théorie économique n'a pas manqué d'explications sur les variables financières. Pour ne pas se perdre trop dans des méandres théoriques, prenons par exemple un moment dans l'histoire économique qui nous le fera comprendre. C'est la fin des années 70 aux États-Unis. On voit une balance commerciale américaine qui est de plus en plus mal en point, les États-Unis importent beaucoup, donc le dollar commence à baisser et au milieu des années 70, le dollar est un dollar faible. En 1979, les Américains décident de vouloir en finir avec l'inflation, mettent à la tête de leur banque centrale un homme qui va ramener de la rigueur là-dedans, qui est Paul Volcker. Et Paul Volcker, qu'est-ce qu'il fait pour tuer l'inflation? Il augmente brutalement les taux d'intérêt américains. Alors peut-être que d'un côté, nous avons une balance commerciale qui va mal et qui affecte négativement le dollar, mais de l'autre côté, ces taux d'intérêt augmentant, que font les capitaux du monde? Ils se précipitent aux États-Unis, demandent de plus en plus de dollars, donc que fait le dollar? Il s'apprécie tellement qu'ensuite, à partir de septembre 85, le monde est au chevet du dollar pour le faire redescendre, puisque le dollar atteint, comme je le disais, 10 francs. Mais ces variables financières vont prendre de plus en plus d'importance dans un monde financiarisé qui caractérise la deuxième mondialisation dans laquelle nous nous trouvons présentement. Ces variables financières rencontrent également les variables psychologiques. Dans des textes inoubliables de la théorie générale, et particulièrement le texte consacré à ce qu'il appelle le concours de beauté, Keynes va nous montrer que les individus vivant dans une incertitude radicale
ne pouvant connaître parfaitement le fonctionnement d'un marché, se fixent sur le comportement des autres, et sur ceux qui sont les plus importants, ceux qui comptent le plus, pour prendre des décisions. Donc finalement, ce qui va faire agir les agents sur les marchés financiers, c'est plus une logique d'opinion qu'une logique de fondamentaux. On va essayer de deviner quelle est l'opinion moyenne. On va essayer d'agir en fonction des autres. C'est ce que Keynes appelle « the animal spirits ». Pour lui, l'ensemble ou la grande majorité des comportements économiques sont de nature psychologique. Les agents aussi agissent en fonction des anticipations, des appréciations qu'ils peuvent avoir sur une monnaie, sur sa capacité à s'apprécier dans le temps ou à se déprécier, nourrissant même des phénomènes que l'on appelle de prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire croyant qu'une monnaie va baisser, les opérateurs sur le marché d'échange vont peut-être s'en débarrasser, d'autres vont vouloir faire comme eux, et ainsi de suite, jusqu'à que cette monnaie finalement baisse et que ces opérateurs qui pensaient que ça allait baisser ont tout fait pour qu'elle baisse, et à la fin, la baisse a bien lieu, et ils disent « bah tu vois, j'avais raison, cette monnaie allait baisser ». Et d'autant plus que le marché d'échange a une capacité de surréaction, parce que contrairement au marché des biens et des services qui demandent plus de temps pour s'ajuster, le marché d'échange et les marchés financiers de manière générale s'ajustent de manière rapide, excessive. Plus de 5 000 milliards de dollars circulent sur le marché d'échange, et ces 5 000 milliards qui en moyenne par jour circulent sur le marché d'échange ne sont pas reliés à une quantité de biens correspondante, sont liés à toutes sortes d'opérations financières extrêmement complexes, spéculatives entre autres, sur les monnaies, et qui ne correspondent pas à la création en retour de biens et de services. Donc on voit bien que ces marchés, le marché de change, est un marché marqué par une spéculation forte. Et il peut exister également des bulles qui se forment, pas simplement sur des biens comme l'immobilier, mais des bulles qui peuvent se former également sur des monnaies. Mais aussi gardons à l'esprit que les théories sur le change ont toujours un temps de retard et essayent de s'adapter ou de théoriser la réalité, bien souvent après coup, parce que les théories économiques n'en rendent que partiellement compte de ces mouvements. Mais allons plus loin encore, parce que il ne faut pas s'intéresser au change juste pour ces mouvements, aussi amples soient-ils, aussi inquiétants soient-ils. Il faut relier la question du change à quelque chose de plus vaste. Le change doit se penser par rapport à un régime de change. Et avec toujours cette préoccupation, il ne faut jamais l'oublier, de savoir quel est le régime de change qui permet à la fois de tenir les objectifs internes, c'est-à-dire la croissance, l'emploi, et les objectifs externes, entre autres un équilibre extérieur, ou d'éviter des situations de déséquilibre, par exemple, commerciaux trop importants. Alors, l'histoire a vu défiler différents types de régimes de change. Il y a ce que l'on appelle le régime de change fixe, on l'a vu à différents moments de l'histoire, les talons or, le système de Bretton Woods, c'est-à-dire que l'on va prendre une monnaie de référence ou un métal de référence qui va donner une sécurité à ce système. Les monnaies seront autorisées à plus ou moins varier. Dans les talons or d'avant 14, plus ou moins 0,2%. Dans Bretton Woods, plus ou moins 5, puis ensuite plus ou moins de 25. Ou encore rendre les parités, par exemple, irrévocables, comme dans le cas de l'euro. Le régime de change fixe, il a été préféré dans l'histoire à des moments parce que c'est vrai que c'est plus rassurant pour les agents. Ils ne se disent pas qu'une monnaie va prendre 25%, puis ensuite perdre 25%. Ils savent que des autorités monétaires, c'est-à-dire les banques centrales, sont là pour créer un environnement plutôt sécurisant et permettant le développement des échanges. À côté du change fixe, il y a ce que l'on appelle le change flottant. Alors les économistes, ils aiment bien les raffinements. Il y a le flottement pur et le flottement impur. Qu'est-ce que c'est qu'un flottement pur? En gros, ça voudrait dire que les monnaies flotteraient au gré de l'offre et de la demande. Donc c'est le marché, en fonction des attentes des uns et des autres, qui verraient une monnaie s'apprécier de tant de pourcents et d'autres de moins de tant de pourcents. Et ainsi de suite, et on laisse le marché dicter une vérité des prix, si tant est que le marché puisse en produire une. Dans les faits, le flottement est impur, parce que qui intervient sur le marché d'échange et qui ne laisse pas complètement ces mouvements se faire, ce sont les banques centrales. À partir du moment où les banques centrales s'invitent dans cette régulation du marché, les économistes disent que le flottement n'est plus pur. Entre les deux,
il y a ce que l'on appelle les régimes intermédiaires. Alors, sans entrer trop dans la technique monétaire, on va partir d'exemples pour le comprendre. Pendant tout un temps, au courant des années 90 jusqu'aux années 2000, l'Argentine avait associé le sort de sa monnaie au dollar. Comme si ça rassurait les investisseurs, elle s'était rattachée au dollar et ça permettait de donner une espèce de sécurité à la monnaie argentine en disant qu'elle était ancrée sur une monnaie de référence. Le problème, c'est que l'Argentine perdait un peu la main sur sa destinée monétaire et qu'elle était complètement dépendante du dollar. Et si le dollar venait à s'apprécier considérablement, elle aussi se trouvait embarquée. Et on l'a vu au début des années 2000, ce que cela a entraîné pour l'Argentine, elle est entrée dans une crise financière sans précédent. Ce type d'ancrage, on appelle ça dans un langage technique, c'est la caisse d'émission ou currency board, c'est-à-dire le fait de se rattacher à une monnaie qui va servir de référence, qui va sécuriser, parce qu'on va se dire, si cette monnaie est liée à une monnaie comme le dollar, c'est quand même du sérieux, on peut y croire à ces gens-là, ils vont faire une politique rigoureuse, sérieuse, parce que quand même, ils prennent le dollar comme référence. On peut imaginer que cette monnaie est raccrochée à une monnaie de référence, mais de manière plus souple. Et c'est ce qu'on appelle la parité glissante. Donc s'il faut, on va dire, on est lié au dollar, mais selon la situation de notre économie, on va faire modifier la valeur de notre monnaie par rapport au dollar parce que ce serait évidemment mieux pour nous. Mais là aussi, on prend un risque de faire dépendre l'avenir de son économie des variations d'une monnaie étrangère, aussi importante soit-elle. Aujourd'hui, nous vivons dans un système où même si effectivement c'est l'échange flottant qui domine, même si l'Europe garde sa préférence pour le change fixe à travers l'euro, puisque 19 pays ont choisi de mettre en commun une monnaie et qu'ils ont rendu leur parité, c'est-à-dire les rapports des monnaies entre elles, irrévocables, eh bien, le dollar reste la référence centrale dans l'économie mondiale, et l'euro, même s'il a acquis une certaine importance, reste encore très largement plus une monnaie régionale. Donc, pas mal d'économies dans le monde restent reliées, restent ancrées avec le dollar, mais pas dans la modalité du passé, c'est-à-dire on n'est plus à l'époque de Bretton Woods, on n'est plus avec des bandes de fluctuation, c'est-à-dire le fait que les monnaies peuvent varier de temps à la hausse ou de temps à la baisse, mais le dollar, pour un certain nombre de pays, reste la monnaie ancrage, la monnaie de référence. On voit bien que le choix d'un régime de change dépend des objectifs recherchés. Pour le comprendre, les Américains ont toujours eu une préférence pour le change flottant, estimant que c'était la meilleure des façons d'avoir une plus grande liberté en termes de politique monétaire, de ne pas s'épuiser à essayer de maintenir la parité d'une monnaie par rapport à une autre dans cette fameuse bande de fluctuation. Et donc, ils ont toujours voulu manipuler leur monnaie pour la croissance et l'emploi. Tandis que les Européens, du serpent monétaire de 72, du système monétaire de 79, de l'euro de 99, il y a toujours eu ce souci qu'avant tout, il était nécessaire de veiller à la stabilité des prix et de ne pas être dans une monnaie que l'on manipule tant que ça. Alors, dans ce monde où existent ces tensions monétaires, ces oppositions, pourquoi le change est une arme essentielle de politique? Tout d'abord, le taux de change est un élément clé de ce qu'on appelle la compétitivité prix. Qu'est-ce que c'est que la compétitivité si on prend d'un point de vue de l'entreprise? La compétitivité, c'est sa capacité à maintenir ses parts de marché ou les augmenter en jouant soit sur ses prix, soit sur la qualité des biens qu'elle propose. Lorsque l'on observe les déterminants de la compétitivité prix, il n'y a pas que les coûts de production, il y a aussi le taux de change. Ainsi, à des biens similaires, Boeing versus Airbus, si vous êtes par exemple une compagnie indienne, vous allez regarder avec vos roupies, qu'est-ce qui vous coûte plus cher d'acheter un Boeing ou un Airbus? Et il n'y a pas que le prix, mais le prix peut jouer. Et finalement, si on se retrouve comme en juillet 2008 avec un rapport où il fallait, avec 1 euro, on pouvait avoir 1,60 $, peut-être qu'à ce moment-là, acheter un Airbus vous paraîtrait plus cher qu'acheter un Boeing. Donc ça peut jouer pour la compétitivité. Ce qui est important, c'est de garder aussi à l'esprit qu'il n'y a pas d'accord entre économistes sur faut-il préférer une monnaie faible ou une monnaie forte. Dans le cas européen, à partir des années 80, et surtout 83, la France a emboîté le chemin de l'Allemagne, pensant qu'une monnaie forte, c'est-à-dire serait meilleure, et qu'il faudrait faire un franc fort, comme il pouvait exister le mark fort. Pourquoi? Disant qu'effectivement,
en ayant une monnaie pareille, ça coûterait moins cher pour acheter des biens venant de l'extérieur, que ça donnerait une certaine stabilité aux agents quant à leur environnement économique, que cette monnaie serait moins en proie à une spéculation parce qu'elle aurait une plus grande crédibilité. Et petit à petit, les Européens se sont convertis à l'idée de la monnaie forte, et on l'a bien vu avec l'euro. Mais on ne peut pas en conclure à partir de ces choix européens qu'une monnaie forte est absolument la réponse. Voyageons un peu dans l'histoire pour se rendre compte que les choses sont bien plus complexes. Les Allemands, effet d'amnésie, sont bien contents de nous rappeler qu'ils avaient un marque fort, que la rigueur monétaire allemande est quelque chose qui ne se négocie pas, qu'ils voulaient que l'euro soit aussi bon que le marque, qu'il en allait la crédibilité, qu'ils ont été traumatisés par l'inflation, que l'inflation était le mal absolu pour eux, et que nous-mêmes, nous nous sommes convertis avec le franc fort. Voilà une jolie histoire. Mais les faits économiques sont évidemment différents, parce que l'Allemagne, lorsqu'elle sort de la Seconde Guerre mondiale, va volontairement vivre avec une monnaie sous-évaluée de 49 jusqu'au milieu des années 60. Ce qui va contribuer aussi à son développement économique. C'est plus tard que l'Allemagne va défendre ou être dans la position d'une monnaie forte et autres. Face à l'effondrement du système de Bretton Woods, s'inscrit ce qu'on a appelé le serpent monétaire européen. On garde l'idée des bandes de fluctuation, c'est-à-dire plafond, plancher, et si on regarde les oscillations d'une monnaie à l'intérieur de cette bande, c'est comme si ça dessinait la forme d'un serpent. Malheureusement, cette version européenne restait toujours reliée au dollar comme référence. Donc ça a impliqué dans le serpent plusieurs choses. Un, que le système de Bretton Woods, à sa façon, continue, puisque c'est le dollar qui restait la référence du serpent. Et deux, que les États qui sont dans ce serpent aient les mêmes objectifs de politiques économiques. Parce que si pour les opérateurs, on a l'impression que certains vont vouloir combattre l'inflation et d'autres vont vouloir la croissance et le plein emploi, cela menace aussi la crédibilité du système. Et on retrouve cela avec le système monétaire européen. Revenons sur lui. Il faut garder aussi l'importance des chocs pétroliers pour comprendre ce qui se passe. Les chocs pétroliers sont à l'origine d'une inflation importée. Et n'oublions pas qu'au même moment, le dollar, à partir de 1979, s'apprécie, c'est ce qu'on appelle le troisième choc, c'est-à-dire un choc lié au dollar, puisque le pétrole s'achète en dollars. Donc, quand on construit le SME en 1979, la question qui hante les Européens, c'est la stabilité. Ils veulent lutter contre l'inflation. Sauf que, et là on va se rappeler l'histoire du franc fort, qu'en 81, quand arrive une nouvelle majorité au pouvoir, celle de François Mitterrand, les objectifs à l'intérieur du système monétaire européen vont diverger. On va avoir l'Allemagne qui va avoir le souci de lutter contre l'inflation et les Français qui seront encore dans la logique de défendre la croissance et le plein emploi à travers une politique de relance. Ce qui explique pourquoi il va falloir attendre que la France choisisse les mêmes objectifs que ses partenaires. C'est pour cela qu'on dit dans l'histoire du SME que la phase de stabilisation du SME, c'est de 87 à 92. Mais à partir de 92, il y a un nouveau conflit d'objectifs qui va nourrir la spéculation dans le SME. L'Europe rentrait dans une phase de ralentissement économique. Les Allemands, du fait de leur réunification, relevaient leur taux d'intérêt. La France n'avait pas besoin de relever ses taux d'intérêt. L'Allemagne, oui. L'Italie, qui subissait une austérité pour pouvoir entrer dans l'euro, n'en avait pas besoin non plus. Et les marchés, alors, face à cette disparité d'objectifs ou cette tension, face à ce doute de la crédibilité mise en œuvre, engagent de manière terrible une action spéculative contre les monnaies européennes. Les banques centrales, dans le cadre d'un change fixe, c'est-à-dire le cas du SME de 1979 à 1993, quand il y a une attaque spéculative, quel est le schéma à l'œuvre? Le spéculateur, il va acheter par exemple du mark et vendre du franc. Donc s'il vend du franc et il en vend trop, le risque, c'est qu'on atteigne dans la bande de fluctuation le plancher. Pour que le plancher ne soit pas crevé, la Banque centrale intervient. Elle achète des francs
et elle puise dans ses réserves, par exemple de marques, pour vendre des marques et acheter des francs. Mais le risque, c'est qu'à un moment donné, les réserves qu'elle a en marque ou une autre monnaie s'épuisent. Elle peut faire encore autre chose, relever les taux d'intérêt. En relevant les taux d'intérêt, elle essaye de ramener les capitaux à la maison. Mais relever les taux d'intérêt, c'est peut-être bon pour certains opérateurs financiers, mais certainement pas pour l'investissement domestique, national. Et donc, le pouvoir de la Banque centrale risque d'être extrêmement limité. Et face à ça, on voit plusieurs réactions. Les Français choisissent l'orthodoxie et donc vont payer ça d'une récession très forte. Et les Italiens, subissant cette austérité, choisissent au contraire de faire sortir la lire italienne du système monétaire européen, ce qui leur a permis d'amortir les effets de l'austérité budgétaire conduite à l'époque. Et donc les Européens font ensuite une priorité de maintenir cette libre circulation des capitaux et se disent que la manière de se défendre contre cette spéculation, au lieu de la faire disparaître, c'est de créer une monnaie qu'ils pensent bouclier ou rempart, qui serait une monnaie commune. En résumé, les Européens, au lieu peut-être de prendre à bras-le-corps le problème, c'est-à-dire en finir avec la spéculation et contenir l'action des marchés financiers et des capitaux, prennent un peu la chose à l'envers et décident de faire disparaître leur monnaie en disant si les monnaies disparaissent, la spéculation sur leur monnaie va disparaître, et décident de créer une seule monnaie, une monnaie unique, une monnaie commune, on pourrait discuter des termes, avec ce rempart qui serait la Banque centrale européenne. Et en faisant cela, les Européens ont fait disparaître un instrument clé pour amortir les chocs économiques, c'est-à-dire le taux de change. Et on peut prendre l'exemple de l'Allemagne. Dans la période antérieure à l'euro, lorsque les biens allemands étaient de plus en plus achetés, le mark devenait une monnaie de plus en plus forte, ce qui à la fin permettait un ajustement puisque cela coûtait de plus en plus cher, donc la compétitivité allemande s'en trouvait atteinte. Désormais, dans le cadre de l'euro, ce n'est plus le cas. Ce que lui a permis l'euro, c'est d'avoir la solidité du mark sans les défauts de celui-ci. Au fait, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur le franc fort. Donc, on voit bien que sur la question du change, c'est un instrument essentiel de politique économique et que si l'on choisit par exemple l'échange fixe, ça veut dire que l'on va parfois privilégier l'objectif externe aux dépens de l'objectif interne. Et un dernier exemple nous fera comprendre cela. Aujourd'hui, les mécanismes d'ajustement de la zone euro ressemblent par certains côtés étrangement à ceux de l'étalon or d'avant 14. Aujourd'hui, puisqu'il y a cette rigidité des changes en Europe, la rigidité monétaire doit être compensée par une flexibilité ailleurs. Quelle est la flexibilité qui va venir la compenser? C'est la flexibilité sur le marché du travail, que ce soit sur les salaires ou le développement d'emplois, par exemple la durée déterminée ou en intérimaire ou autre. Donc, en fait, la zone euro, pour défendre son modèle de stabilité des prix, même si aujourd'hui elle est en prise avec une nouvelle inflation, s'est traduit par une logique profondément déflationniste. Et par nature, elle s'est construite sur une base déflationniste, c'est-à-dire de limiter la progression des revenus. Si les crises de change disparaissent, ce sont des crises de la demande qui vont naître. Et c'est ça la logique déflationniste de la zone euro. Puisqu'on ne peut plus agir sur les monnaies, on va faire porter l'ajustement désormais sur les travailleurs, leurs droits et leurs salaires. Donc, le prix de n'avoir pas abandonné la spéculation, c'est d'avoir abandonné les travailleurs. Donc, on voit bien que le taux de change est un instrument clé aujourd'hui, dont les variations ne sont pas toujours faciles à expliquer, qui s'inscrivent dans des régimes de change, et ces régimes de change peuvent, selon les moments de l'histoire, plutôt favoriser la croissance, la défavoriser. Et selon les nations, il peut y avoir une préférence pour le change fixe ou le change flottant. Les Américains ont fait le choix du change flottant. Il en va différemment pour les Européens. Encore une fois, comme en matière commerciale, la question qui se pose toujours et encore, c'est quelle coopération entre ces monnaies et comment faire pour ne pas développer des stratégies non coopératives qui se traduisent à la fin par exporter son chômage chez le voisin.